NordVPN. Quel VPN permet de chiffrer toute votre activité en ligne sur internet et rendre invisibles vos données de navigation aux yeux des curieux qui aimeraient lire ou intercepter vos données personnelles? NordVPN. Quel VPN vous permet de changer d'emplacement virtuel pour bénéficier du contenu géobloqué dans votre région ou faire des économies? Eh bien NordVPN. Et quel VPN vous permet de profiter de la Formule 1 en Belgique? De séries bloquées sur Disney+, de regarder YouTube sans publicité en vous géolocalisant ailleurs? De façon évidente, NordVPN. Et enfin, quel VPN vous permet de faire des économies sur les locations de voitures et d'hôtels? Je crois que vous l'avez, c'est NordVPN. Quel VPN ne garde aucun registre d'activité de ses utilisateurs et l'a même fait valider par des audits indépendants? SudVPN. Et non, c'était un piège, NordVPN. Quel VPN vous permet de profiter de NordPass? Alors ça c'est facile, c'est le même nom, donc NordVPN. Qui vous permet de faire cuire vos saucisses au barbecue? Qui vous permet de connaître le temps qui fera demain avec une certitude de 100%? Ils font vraiment ça NordVPN? Qui vous permet de changer la courroie de distribution et faire la vidange sur votre voiture? NordVPN, ils font ça? Quel VPN est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours, disponible sur 10 appareils en simultané et hyper facile d'utilisation? NordVPN. Et quel VPN vous offre 4 mois d'abonnement supplémentaire pour tout abonnement de 2 ans? NordVPN. Et tout ça est disponible via le lien en description et le commentaire épinglé. Merci NordVPN et bonne vidéo. La tricherie, ça a toujours fait partie de l'histoire des règles. Dès que vous mettez des règles quelque part, quelqu'un essaiera de les transgresser. Et le sport automobile ne fait pas exception à ça. Et aujourd'hui, j'étais obligé de vous parler de 3 grands épisodes de tricherie dans le sport auto. Je vous rassure, il y en a eu 1 milliard de plus. Peut-être que j'exagère un peu, il y en a eu peut-être un peu moins. Aujourd'hui, on va en passer en revue 3, et si jamais ça vous plaît, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre le pouce, le commentaire et à vous abonner à cette chaîne, on verra peut-être ensemble d'autres épisodes de tricherie incroyables. Je pense par exemple au moment où ils avaient mis une 2e pédale de frein dans les habitacles de certaines Formule 1 pour les faire tourner plus. Ou quand ils avaient mis des trous dans le cockpit où il fallait lâcher une main pour pouvoir le boucher, pour pouvoir aller plus vite en ligne droite. Ce genre de truc, quoi. Et puis je vous ai pas dit aussi, j'ai un peu changé de studio. Alors j'ai retourné le simu, sûrement on peut mettre un truc à l'écran. Et tout seul l'idée, hein. J'ai un peu vidé mon étagère, c'est un peu plus lisible. Et puis j'ai mis 2 cubes. Ils sont pas droits, je sais, pas fait exprès. Et nous allons passer tout de suite sur la première histoire qui concerne la Formule 1. On va parler de ce truc là, 6 roues. Alors c'est pas ça la tricherie, on pourrait croire que c'est... Pas du tout. C'était réglementaire ça. Ouais, alors c'est fou de se dire que ça c'est réglementaire, mais promis ça l'était. Aïe aïe aïe. Ah c'est qu'on s'est marré en Formule 1. Hein. Et pour cette première anecdote de tricherie, il faut que je vous parle de Ken Tyrrell. Alors l'histoire de Monsieur Tyrrell est très intéressante, mais en fait on n'a pas le temps. Et c'est pas le sujet non plus. Là on est là pour les tricheries en fait. Donc je vais juste vous dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il se lance dans l'achat-revente de bois. Il en faut. Et qu'en faisant ça, il devient plutôt pété de thunes. Et Monsieur Tyrrell, il se lance dans sa passion de toujours, le sport auto. Je vous le dis tout de suite, Monsieur Tyrrell, il est pas super bon. Il est pas mauvais, mais il a de l'argent. Il va commencer en Formule 3, puis en Formule 2, pour au final se dire « Je suis peut-être pas fait pour être pilote ». Et il se dit pourquoi pas avoir une écurie. Et en 1960, Ken Tyrrell va utiliser son argent pour ouvrir la Tyrrell Racing Organization. En français, l'organisation de course Tyrrell. J'aurais pas donné ce nom-là. Et il va embaucher dans son écurie de course un certain Jackie Stewart. Alors si jamais vous connaissez pas Monsieur Stewart, sachez que 1, il a un look toujours incroyable, et 2, il est juste 3 fois champion du monde. Chacun ses mardis, il y en a qui vont faire les courses, et il y a Jackie Stewart qui devient champion du monde, hein. Ils feront leurs armes en Formule 3, puis en Formule 2, et ils finiront par s'associer à une écurie française du nom de Matra. Matra qui à la fin fera des monospaces. Voilà. Chacun ses mardis, hein, vraiment. Hein. D'ailleurs, chez Matra, ils auront un autre pilote un peu talentueux. Je sais pas si vous avez entendu, genre Jackie X. Ils avaient certainement un truc avec les Jackie. Vu que ça se passe très bien et que l'écurie a beaucoup de succès, forcément, ils vont faire quoi? Aller en Formule 1. Et en Formule 1, l'histoire continue d'être belle. En 69, Jackie Stewart finira même par être champion du monde. Je rappelle que l'écurie a moins de 10 ans et que ça faisait que 2 ans qu'ils faisaient de la F1. Les mecs sont franchement bons. En 71, ils finiront même par avoir un 2e titre pilote et le titre constructeur, ce qui fait qu'à ce moment-là, Tyrrell est sur le toit du monde. On arrive au problème des gens qui commencent à être très haut dans le ciel. C'est que quand t'es tout en haut, l'un des seuls trucs que tu peux faire, c'est redescendre. Et Tyrrell, ils vont redescendre. Avant de redescendre, ils gagneront quand même un 3e titre en 73. Disons que la descente est plutôt modérée. Mais ça va changer. Hein. Et c'est enfin à ce moment-là qu'on arrive à ce truc. En 74, Tyrrell commence à sentir que le vent tourne. Déjà, ils ont perdu leur pilote phare, Jackie Stewart. Ils ont perdu un autre pilote dans un drame puisqu'il s'est tué dans un Grand Prix. Et surtout, les autres concurrents commencent à taper sévèrement. La technologie avance et la Tyrrell commence à traîner doucement la patte. Alors attends, les mecs, ça fait 3 fois qu'ils gagnent le championnat du monde et on passe les laisser abattre comme ça. En 75, Tyrrell se dit qu'il leur faut le truc. Pas un truc, le truc. Il leur faut une innovation, un truc incroyable qui permettra de les remettre sur le devant de la scène. Une idée de génie.
va mettre 6 roues sur la Formule 1. Ouais, sur le papier, c'était super. Alors que tous les autres concurrents essayent de travailler sur l'aérodynamique, le moteur, le turbo, la boîte de vitesse et même l'électronique, Tyrrell se dit qu'ils vont révolutionner le sport auto. Rien que ça. Et Tyrrell se dit, mais attends, pourquoi on part toujours d'une base de voiture à 4 roues? C'est vrai ça? Toutes les bagnoles qu'on croise dans la rue ont 4 roues aux 4 coins. Pourquoi on en est arrivé là et pourquoi ce système serait forcément meilleur que les autres? Après tout, pourquoi pas essayer d'en mettre 6? Et c'est comme ça que les ingénieurs de chez Tyrrell vont arriver avec la Tyrrell P34. La Tyrrell P34 est née d'un problème récurrent en Formule 1. Tout dans une Formule 1 est concentré à l'arrière, que ce soit le moteur, la boîte, les énormes roues, et même le pilote finalement est plutôt assis sur l'arrière. Et quand t'as énormément de poids sur l'arrière, le problème c'est que la voiture elle a du mal à tourner. T'as du mal à mettre du poids sur les pneus à l'avant qui écrasent les pneus et l'aident à tourner. Ce qui manque aux voitures pour qu'elles soient plus performantes, c'est qu'elles ont pas assez d'emprise à l'avant. Elles ont pas assez de grippe à l'avant. Alors tu te dis que tu pourrais mettre des plus gros pneus, plus larges pour avoir plus d'empreinte au sol. Le problème c'est que si tu fais ça, tu transformes ta voiture en luge. Ce qui est pas bon non plus. En fait, t'es obligé de garder des petits pneus, mais il faudrait que t'aies plus de petits pneus devant. Genre en avoir 4. C'est comme ça que naît la Tyrrell P34. Cette voiture n'est née que d'une problématique de ne pas avoir assez de grippe à l'avant. Et sur le papier, cette voiture est incroyable. Alors déjà, on pourra débattre ensemble très longuement de la gueule de cette bagnole que je trouve incroyable. Et je donnerais extrêmement cher pour pouvoir en conduire une, genre vraiment. Et dans cette histoire, Tyrrell va mettre énormément de temps et d'argent pour développer ce système à 6 roues. Parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas au point. Non. En fait, le problème, c'est que quand t'essayes de révolutionner l'histoire de l'automobile en entier, c'est-à-dire depuis la calèche, forcément, ça va te demander un peu de temps. Faut pas s'attendre à ce que ça marche comme ça en claquant des doigts. Le problème, c'est que Tyrrell va mettre énormément de temps et d'argent là-dedans, au détriment d'autres choses. Notamment, je sais pas... bosser sur le moteur. Tout hasard, hein. Bon, je dis ça comme ça, hein. Tyrrell va tomber dans un problème bien connu qui s'appelle le biais des coûts irrécupérables. Pour que vous compreniez, je vous fais un exemple super simple, mais admettons, j'ai acheté ce chewing-gum. Tu sais, le grand rond, là, à manger peu... Admettons que j'ai acheté ça extrêmement cher et admettons que je trouve ça dégueulasse. J'aime pas, je trouve ça pas bon. L'un des biais humains qui revient souvent, c'est que maintenant que je l'ai acheté, je vais le finir. Oui, j'ai mis de l'argent dedans et je peux quand même le consommer. Alors j'aime pas, mais je l'ai quand même acheté. Et ça serait gaspillé que de le jeter. Et Tyrrell, ils ont fait pareil. Tyrrell, c'est peut-être un peu trop entêté dans cette voiture à 6 roues. Et voyant qu'elle marchait pas très bien, ils auraient pu soit abandonner et se dire qu'ils avaient perdu de l'argent, ou en remettre encore plus. On doit être à ça que ça marche. Faut juste remettre quelques millions en plus. On pourrait le mettre sur le moteur. Mais sinon, les roues, on est à ça de le faire, hein. On retrouve ça dans énormément de cas de figure et même chez d'autres marques automobiles comme Mazda avec le moteur rotatif, qui est littéralement la même chose. Sauf que Tyrrell, ça va les enfoncer très loin. Ça va tellement les enfoncer loin qu'entre les saisons 79 et 81, ils marqueront 50 points. Je vous rappelle qu'il y a quelques années avant, ils gagnaient le championnat du monde constructeur, hein. Le problème, c'est qu'en ayant mis l'argent et le développement dans la voiture à 6 roues, Tyrrell n'a pas vraiment pensé à améliorer les autres choses. À tel point qu'ils vont louper une toute petite amélioration dans le milieu de la Formule 1. Tout petit truc, mais minuscule, 3 fois rien. Un truc qui a à peine fait gagner toutes les autres Formule 1 à partir de ce moment-là. Non. Vous savez, un tout petit détail, genre le moteur turbo. Ouais. Si vous vouliez un exemple de quelqu'un qui a raté le train, vous prenez Tyrrell en 84, c'est vraiment ça, hein. Genre ils ont loupé la plus grosse amélioration de la Formule 1 depuis plusieurs années. Par contre, ils ont une Formule 1 6 roues. Et toi t'as un turbo, moi j'ai 6 roues. Je suis derrière, mais j'ai 6 roues. J'en ai plus que toi. Et en 84, on arrive à une situation qui est vraiment compliquée. Alors déjà en 84, les 6 roues, ils les ont plus. Je voulais pas préciser ça. Alors 1, ça marchait pas, et 2, le fournisseur de pneus ne voulait plus faire les petits pneus à l'avant, qui sont plus petits que ceux de l'arrière. Parce que comme ils les faisaient juste pour Tyrrell, ils en ont eu marre, ils leur ont dit en fait non. Après, ils ont peut-être pas besoin de moteur turbo pour gagner, hein. Et en 84, la situation est tellement grave que Tyrrell est la seule écurie de la ligne à ne pas avoir de turbo. C'est les seuls. Eux, ils ont le moteur Atmo à l'ancienne, comme d'habitude, pendant que tous les autres, ils ont le turbo. Et je vous la fais rapidement, mais en sport auto, un turbo, c'est plus performant. J'adore les moteurs atmosphériques. Je trouve ça incroyable, je trouve ça phénoménal, je trouve que c'est plein d'émotions, c'est super, c'est souple, ça va chercher dans les tours. Si tu veux de la performance pure, un turbo c'est plus efficace. Si ça fait 30 ans qu'il y a des turbos en rallye, c'est pas pour rien. S'ils sont revenus au turbo récemment, c'est pas pour rien. Un turbo dans des conditions de course, c'est quand même vachement bien. Alors attention, un moteur turbo, ça n'a pas que des avantages. Ça a aussi des inconvénients, notamment celui d'être plus lourd qu'un moteur atmosphérique. Ce qui fait que Tyrrell a un moteur plus léger, donc une voiture plus légère. Et c'est bien. Ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre, cool. Sauf que la réglementation, elle intègre une toute petite ligne, une ligne. La ligne, c'est que la voiture, elle doit faire un poids minimum. Ça, c'est un truc qu'on relève pas forcément, mais les voitures en sport auto n'ont pas forcément de poids maximum. Ça arrive, mais c'est pas systématiquement mis en place, parce qu'après tout, un poids maximum, le seul pénalisé, c'est toi, en fait. Par contre, le
poids minimum, c'est toujours inscrit. Tu peux pas faire une voiture de 200 kg, sinon ça serait triché en fait, ça serait n'importe quoi. Donc t'as un poids minimum, et le poids minimum ne distingue pas les voitures Atmo des voitures turbo. Ce qui fait que l'un des rares avantages par rapport au moteur turbo, bah tu peux même pas le faire jouer. Mais ils avaient 6 roues, hein. Et en 84, Tyrrell a un lourd problème puisqu'il leur manque globalement 50 kg. La voiture est trop légère. Alors on peut mettre le poids en plus, y a pas de problème. Sauf que, comme je viens de vous le dire, la voiture est déjà pas très performante. Donc si on a le même poids que les autres, sans le turbo, avec une voiture qui est globalement moins performante partout, au pire, ça sert à rien de venir, quoi. Au pire, je reste chez moi, c'est pareil, de toute façon. Et Tyrrell, ça les emmerde. Et en même temps, je me mets à leur place. Ils ont un moteur Atmo et ils peuvent même pas en tirer les bénéfices. Déjà que ma voiture, c'est un saucisson, ne m'étouffe pas en plus, quoi. Et surtout, à la FIA, ils veulent rien savoir. À cette époque-là, ils avantagent vraiment les moteurs turbo. Et même pour vous dire, Tyrrell, ils les emmerdent un peu, en fait. C'est les seuls à faire chier parce qu'ils ont pas de turbo et c'est les seuls qui bloquent sur les évolutions des moteurs turbo. Donc, ça arrangerait un peu tout le monde que Tyrrell soit pas là. Et Tyrrell, ils tirent la gueule parce qu'ils arrivent pas à tirer les avantages de leur moteur Atmo. Et c'est là où je vous dis que l'histoire des tricheries est intéressante pour une raison, c'est que des fois ça demande plus de réflexion de tricher que de jouer le jeu. J'y arrive. Ils se posent et ils se disent, la voiture elle est pesée à la fin de la course. C'est-à-dire qu'au début, la voiture peut ne pas être dans le poids, tant qu'elle arrive à la fin de la course, au poids demandé. Si elle a fait 95% de la course pas au bon poids, pas très grave. Qui va le voir ? Bon, tout le monde l'a vu en fait. En 84, la voiture est étonnamment performante. Alors attention, ils se battent pas pour la première place, genre ils se battent pour la 5e place. Mais le truc, c'est que par exemple, en reprise, ils arrivent à être vraiment pas loin des moteurs turbo, qui pourtant sont la spécialité des moteurs turbo. Et dans le même temps, au Grand Prix de Détroit, une écurie concurrente trouve dans les paddocks des billes de plomb. Alors je vous le refais, ils se baladent et ils trouvent par terre plein de billes de plomb. Bizarre. Juste à côté de l'écurie Tyrrell, comme par hasard. Et une première réclamation est portée. La réclamation ne donne rien jusqu'au moment où ils vont investiguer du côté du réservoir d'eau. Particularité à cette époque, mais ils ont un réservoir d'eau additionnel qui vient vaporiser de l'eau sur le radiateur pour refroidir la voiture. C'est un truc qu'on retrouve encore aujourd'hui en poids lourd par exemple, où on peut vaporiser de l'eau sur l'intercooleur et sur les freins pour aider à refroidir. Et un truc qu'on retrouve aussi sur certaines BMW modernes. Comme quoi, ce système d'eau, normalement, tu le mets au début, il marche, et puis c'est tout, il touche jamais. Pas chez Tyrrell. Lorsque la Tyrrell s'arrête au stand, notamment lors du dernier arrêt, les mécaniciens de chez Tyrrell ravitaillent le système d'eau, comme s'il n'y avait plus d'eau. Ce qui est autorisé, contrairement au système de carburant, où à l'époque il n'y avait pas le droit de faire de ravitaillement. Donc le seul truc qu'ils pouvaient ajouter dans la voiture, c'était à travers le système d'eau. Et là, la direction de course commence à se dire que c'est bizarre. Déjà, Tyrrell, c'est les seuls à ravitailler leur système d'eau. Tous les autres, ils ont pas besoin, et Tyrrell, ils ont besoin, eux. Alors c'est peut-être à cause du moteur Atmo, d'accord, mais justement, normalement c'est censé être l'inverse. Plutôt les moteurs turbo qui auraient besoin de ça, pas les moteurs Atmo. Ils analysent la voiture et ils se rendent compte que dans le système d'eau, il y a des billes de plomb. Et c'est là que la supercherie éclate. Au début de la course, Tyrrell faisait partir la voiture beaucoup plus légère que la norme. Ils avaient à peu près 60 kg de moins que ce qui était demandé, ce qui en Formule 1 est énorme. C'est 10% du poids de la voiture, c'est énorme. Ils faisaient la course comme ça, et lors du dernier ravitaillement, ils injectaient dans le système d'eau des billes de plomb, exactement les 60 kg manquants. La voiture passait une d'arrivée, elle est pesée à la fin avec les 60 kg en plus. Et l'arnaque était faite. Fallait y penser, Ce que je trouve formidable dans ce truc, c'est pas tellement la triche en elle-même, c'est d'avoir la réflexion d'avoir tout ça pour arnaquer le monde entier. Incroyable. Et là, vous me dites, Sylvain, c'est quoi l'épilogue de l'épisode? Qu'est-ce qui s'est passé? Exclu du championnat. Ils feront même pas la fin de la saison 84. Après, ils ont cherché, ils ont joué, ils ont perdu, Et si vous trouviez ce que je viens de vous raconter astucieux, attendez que je vous parle de Toyota en rallye. Je suis content de vous faire un petit crochet en rallye, parce que en rallye, ça a triché fort. Mais genre... ouais. On pourra parler dans un autre épisode des tricheries diverses et variées de Lancia, qui finissait même par changer des pneus au milieu de la spéciale. Ouais. Je pourrais même vous parler de l'histoire de la Ford Focus, où ils avaient un pare-choc sous pression pour aider le turbo. Incroyable. Une triche de fou furieux. Mais dans cet épisode, je vais vous parler de la triche de Toyota en 95. Les années 90 sont les années de l'assaut des Japonais en Europe. Aujourd'hui, Toyota, on en voit partout. Et c'est fortement implanté, et même ils fabriquent certaines de leurs voitures en France, c'est dire. Dans les années 90, Toyota en Europe, c'est personne. Les constructeurs japonais avaient déjà commencé leur offensive aux États-Unis, mais il faudra vraiment attendre les années 80 et 90 pour voir les Japonais faire une grosse offensive en Europe. Et dans ces années-là, quand tu veux te faire remarquer en Europe, il y a un seul moyen, le sport automobile. Fin. Alors, le sport automobile de ton choix, ça peut être la Formule 1,
Ça peut être le rallye, mais aussi la Formule 1 et parfois le rallye. Et pour certains, la Formule 1. C'est comme ça qu'on verra Honda éclater en Formule 1, et en rallye, les autres constructeurs japonais arrivent aussi. Toyota, Mitsubishi, Subaru. Vous avez forcément vu ces voitures en rallye, c'est obligatoire. Et cette offensive des constructeurs japonais où d'un coup le rallye devient leur priorité numéro 1, c'est lié à leur volonté de conquérir l'Europe. C'est juste un vecteur d'image pour dire bonjour, on existe et on est accessoirement super trop fort. Parce que vous savez, tous vos constructeurs européens là, on les plie en deux en fait. Voilà, achetez ma Toyota, on s'appelle, en tout cas, ciao, ouais. Et ils font pas ça à moitié, ils prennent que des pilotes de ouf. Carlos Sainz, Didier Auriol, Joao Konkkunen, que des mecs de ouf dans des voitures de ouf. Et parfois un peu trop. En 95, la FIA descend un peu le niveau des voitures. En fait, ils ont trop peur qu'on revienne à l'époque du groupe B. Chaque année, les voitures prennent des chevaux de ouf. Et avec les 4 roues motrices et les châssis modernes, ça devient des monstres. Exactement comme était devenu le groupe B. Et rappelez-vous, le groupe B s'était éteint parce que les voitures étaient devenues des monstres. Espèce de serpent fou qui se mord la queue de façon infinie. Alors on adore ça, hein. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Avec les voitures hybrides, maintenant, ils arrivent quasiment à 500 chevaux, enfin ça déboîte. La FIA, voyant que les voitures commencent à devenir vraiment costaudes et voyant revenir le spectre du groupe B, commence à apaiser un peu le débat. Les voitures deviennent bridées, et bridées au sens littéral, hein. C'est-à-dire qu'à l'admission, à l'entrée d'air du moteur, ils mettent une bride. C'est-à-dire vraiment, ils bouchent le trou. Moins d'air, moins de puissance. À un moment, ça, si je t'empêche de respirer, tu vas courir moins vite, hein, ça c'est sûr. Hein. Et la FIA met un point d'honneur à ce que toutes les voitures aient des performances quasiment identiques. Vraiment, l'objectif, c'est que la différence se fasse au talent. Le châssis, le pilotage, le talent... Fin, pas plus. Sauf en Australie. Pendant leur tournée en Australie, ils vont se rendre compte que sur certaines spéciales qui comportent principalement des lignes droites, les Toyota sont régulièrement devant. C'est même d'autant plus flagrant qu'il y a une spéciale où tout le début, c'est une ligne droite. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de pilotage, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de vie. C'est une ligne droite. Et une fois que tout le monde est passé, ils se rendent compte que les Toyota sont devant. Mais genre devant. Genre, tu peux même pas dire que c'est une histoire de pilotage, c'est une ligne droite. Et pas en Fast and Furious, ici à un moment, une ligne droite, c'est une ligne droite. Hein. Même un singe peut aller vite en ligne droite. Et c'est quand même bizarre parce que vu d'ici, la Toyota, elle a quand même l'air d'avoir 50 chevaux de plus que les autres. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Et la FIA va investiguer. Ils vont démonter la Toyota Celica en intégralité et ils vont trouver rien. Zéro. La voiture, elle est parfaitement conforme. Et vu qu'ils trouvent rien, ils continuent. Et ils continuent d'être super performants. Je pense dans les paddocks, ils étaient tous comme ça, tu sais. À côté de la voiture, là, ils disaient, mais c'est pas possible, t'as vu comment elle marche fort, elle a une santé, la Celica. Et nous on galère derrière, on comprend pas. C'est même aller plus loin que ça, puisqu'au rallye de Catalogne, Toyota modifie l'intégralité du système d'admission de la voiture. Tu sais, l'endroit où il y a la bride. Et moi, j'y suis pour rien, hein. J'ai modifié tout le système où il y a la bride, qui me permet d'aller moins vite, et mes voitures vont plus. Mais t'inquiète. Promis, juré, j'ai rien touché. Ils se foutent de notre gueule, c'est pas possible. Et ça continue. Et Toyota, ils continuent de bombarder. Ils se disent, ils se foutent de notre gueule, on devient zinzin. En fait, le problème, c'est que ça commence à se voir. Jusqu'au jour où la FIA reçoit une dénonciation anonyme. Ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Hein. Ils reçoivent une lettre qui n'est pas signée et qui dit que la Toyota triche bel et bien. Mais triche de façon tellement intelligente qu'ils se sont démerdés pour que quand tu démontes, la triche disparaît. Là on dirait un tour de magie, c'est Eric Antoine le bordel. Paf! Tu démontes, ça disparaît. Et il dit que c'est normal qu'on n'ait rien trouvé puisque ça a été fait exprès. Lorsque tu démontes, tout le système redevient conforme. Un truc de ouf. Fort de cette information, la FIA revient et redémonte la Toyota et il trouve un truc. Et le courrier disait vrai, la Toyota triche. Pour vous dire au point où c'est allé, le président de la FIA de l'époque, Max Mosley, dira lui-même que c'est la triche la plus élaborée qu'il ait jamais vue de sa carrière. C'est la plus belle triche de l'histoire du sport auto. Bravo, franchement, trop fort. Époque incroyable qu'on reverra plus aujourd'hui, mais il y a même Max Mosley en personne qui démonte sur TF1 le système de turbo de la Toyota Celica. Cette image existe vraiment et le système est incroyablement ingénieux. En fait, il y a un système de levier et de ressort qui fait que lorsque tout est parfaitement emboîté, la bride se décale légèrement et fait rentrer plus d'air. C'est-à-dire que la bride ne sert plus à rien. La voiture est globalement débridée. Pas de beaucoup, hein, suffisamment pour mettre la misère aux autres. Et le truc, c'est qu'ils ont tellement bien réfléchi au système que c'est encastré dans un tube qui d'extérieur est parfaitement conforme. Alors, ils avaient vu ce tube qui déjà extérieurement est le même que les autres, donc ça attire pas l'attention. Sauf que justement, la douille, elle est au niveau de ce tube. Il y a un levier et un ressort caché qui fait que lorsque tu enlèves ce tube, c'est-à-dire pour inspecter si le système est conforme, tout s'enclenche et la bride
revient au bon endroit. Lorsque tu démontes le système, devient conforme. Et quand tu enlèves le tube, le système se redébride. Incroyable. Trop fort. Pour votre anecdote et pour l'épilogue, évidemment Toyota est éliminé de la saison 95 et de la saison 96 et de la saison 97. Voilà, comme ça moi on a... Hein. Bon, voilà. Et tu recommences plus, hein. J'exagère un peu parce qu'en 97 ils sont revenus, mais par intermittent juste pour tester. Ils ont rien fait en 97. Et il faudra attendre 98 pour que Toyota revienne en rallye de façon permanente avec Carlos Sainz au volant. Et qui donnera d'ailleurs lieu, alors peut-être à un épisode que je vous ferai plus tard des pires déceptions du sport auto, mais Carlos Sainz a perdu le titre constructeur et pilote à 500 mètres de la ligne d'arrivée. C'est vraiment arrivé. Ouais. Ah, le sport auto. Ce genre de truc, c'est arrivé plein de fois. Là, c'est peut-être l'une des fois les plus frustrantes. En fait, le moteur de la Toyota a explosé à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Vraiment. Ce qui fait qu'il finira pas la spéciale et il va perdre le titre pilote et constructeur. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un épisode dédié aux pires déceptions du sport auto, n'hésitez pas à me le dire. J'ai déjà quelques idées en tête. Et en parlant d'idées, il faut que je vous parle de la dernière anecdote, qui est incroyable. Et pour cette dernière anecdote, on va revenir à la Formule 1, avec un certain Fernando Alonso. Je vais quand même pas vous faire un dessin, mais Fernando Alonso, normalement, si vous avez déjà suivi une course de Formule 1, vous voyez qui c'est. Fernando Alonso, c'est 2 fois champion du monde face à Ferrari, qui pourtant à l'époque était invaincu, donc autant vous dire que ce mec, c'est pas n'importe qui. Anecdote qui est aussi moins connue, mais Fernando Alonso a fait plein de disciplines. Il a fait le Paris-Dakar, alors il est très loin d'avoir gagné quand même, mais bon voilà. Mais il a aussi gagné les 24 heures du Mans, 2 fois. Et on est en 2007 dans l'écurie McLaren. McLaren, c'est une grande écurie, ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont déjà gagné, ils sont costauds. C'est pas un problème. Mais à l'époque, en 2005-2006, par contre, en 2007, ils en ont ras-le-bol et l'objectif maintenant, c'est de gagner. Et pour ça, ils vont prendre 2 pilotes. Fernando Alonso, qui, je vous le rappelle, vient d'être 2 fois champion du monde, donc vraiment le pilote à avoir dans son écurie. Et un petit jeune du nom de Lewis Hamilton. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, enfin, je crois qu'il a gagné une fois peut-être. Course de cartes, pas loin là, carte de lock, hein, et 4 temps. Et l'année 2007 sera l'année de l'énorme bagarre entre McLaren et Ferrari. Chez McLaren, on a Alonso et Lewis Hamilton, et de l'autre, on a Kimi Raikkonen et Felipe Massa, qui s'affrontent ensemble, et je vous le dis, chaque week-end, c'est la bagarre. Je vous la conseille, l'année 2007, elle est super. C'est bagarre. Tous les week-ends, c'est bagarre. Bagarre en Australie, bagarre au Japon, bagarre à Monaco, bagarre. Mais c'est tellement bagarre que c'est même bagarre dans McLaren. Ouais, c'est le problème, ouais. Oui, alors, la bagarre avec les autres, c'est bien, c'est même conseillé en Formule 1, j'ai envie de vous dire, mais là, McLaren, c'est la bagarre à l'intérieur. Ouais. En fait, Fernando Alonso et Lewis Hamilton, au cours de l'année 2007, vont commencer à plus pouvoir s'encadrer. Ouais. Ça arrive les duos qui s'entendent plus, c'est le jeu, hein. Là, on va rentrer dans le stade où on est sur des chamailleries d'école primaire, hein. Alors, je suis désolé, mais c'est aussi un peu ça la Formule 1, quand tu vois comment se comporte Verstappen, par exemple. Souvent, c'est pas les mecs les plus matures du monde. Au Grand Prix de Monaco, Fernando Alonso va jouer l'économie. Il va essayer d'avoir le relais le plus long possible pour s'arrêter le moins longtemps au stand. Et ça, ça va pas vraiment être compris par l'écurie. Ron Dennis, le directeur d'écurie, va demander à Fernando Alonso de laisser passer Lewis Hamilton, c'est-à-dire de l'avantager. Mais je rappelle que Fernando Alonso, il roule pas super vite, c'est fait exprès. À partir de rien, parce que c'est un malentendu, hein. Les deux vont commencer à se détester. Et la tension va même monter d'un cran lorsqu'au milieu de la saison, Lewis Hamilton sera devant Fernando Alonso. Je vous rappelle que Lewis Hamilton en 2007, expérience c'est 0, hein. Il a jamais roulé le mec, hein. Alors s'il avait une Twingo l'année dernière peut-être. Alonso, il sort de 2 titres, c'est le chouchou du directeur d'écurie, et il se fait taxer par le petit nouveau là. Je vous le dis comme ça, mais Fernando Alonso, c'est souvent illustré par son manque de maturité. Et en 2007, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'en 2007, il va commencer à bouder. C'est-à-dire dans les interviews, il boude, il dit du mal et il est pas content. Il est pas content. Sauf que Fernando Alonso, il est tellement pas content que ça va aller plus loin. Beaucoup plus loin. Et on arrive le 21 juin 2007. Ferrari porte plainte contre son propre manager technique. Un mec dans l'écurie. Un certain Nigel Stepney. Nigel Stepney, ça fait plusieurs années qu'il est chez Ferrari. Il avait commencé en mécanicien, puis chef mécanicien, puis manager technique. La belle histoire. Et jusque-là, tout se passait bien, sauf qu'en 2007, Nigel, il est rétrogradé. En fait, ils sont moins contents de lui. Alors, j'ai pas les détails de pourquoi il est rétrogradé, mais dans tous les cas, il le prend vraiment pas bien. Au GP de Monaco, justement, certains mécaniciens Ferrari retrouvent de la poudre blanche. Alors, je sais qu'on parle de Formule 1, et vous allez forcément penser à cette poudre blanche, mais je vous parle pas de celle-là, non, pour une fois. Certains mécaniciens retrouvent de la poudre blanche, peut-être du sucre, au niveau du réservoir des voitures. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre du sucre dans un réservoir, c'est pas bon, vraiment pas bon. Genre si t'as envie de flinguer une caisse, c'est le meilleur moyen, hein. Tous les employés sont fouillés, et on retrouve cette poudre blanche sur Monsieur Stepney, comme par hasard. Et je vous résume l'histoire, mais le mec est licencié. Mais pas pour ce motif. Ouais. Et son motif de licenciement, c'est que Monsieur Stepney aurait envoyé des informations critiques sur la voiture à une écurie concurrente, McLaren.
Oups. Dans le même temps, McLaren commence à investiguer et discrètement, ils mettent à pied leur designer en chef, Mike Coughlin. Mais c'est sûrement un hasard, hein. Je pense qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Bah écoutez, étant moi-même enquêteur inspecteur le dimanche, je pense qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Aucun. Enfin, je vois pas pourquoi. Et c'est là où j'arrive avec mon anecdote incroyable. Est-ce que vous savez comment McLaren a trouvé qui était la taupe? Et bah la réponse on la trouve dans un bureau de tabac. Et c'est pas une blague. Au début de l'année 2007 dans la ville de Woking, une femme rentre dans un bureau de tabac et elle demande à photocopier des documents. En fait quand je dis photocopier des documents, c'est un pavé de 800 pages. C'est pas une blague, hein. C'est un peu cramé, j'avoue, mais bon, ils étaient pas très malins. Le responsable du bureau de tabac aide la dame à photocopier ses 800 pages. Il y a un peu de boulot quand même. Et en voyant les pages qu'elle commence à photocopier, il aperçoit le logo Ferrari. Tu sais, le logo avec le cheval, marqué Formule 1, sur ces documents qui ont l'air étonnamment secrets. Effet incroyable, c'est le directeur du bureau de tabac qui va trouver le contact de Ferrari F1 sur Internet. Alors, c'est pas une blague. Je sais pas, il les a peut-être contactés via leur page Facebook, j'en sais rien. Et Ferrari va se montrer très réceptif à cette information. C'est comme ça qu'on retrouve notre bon vieux Stepney et notre bon vieux Coughlin, tous les deux mis à pied. Et la résolution de cette histoire, on l'aura du côté de chez Honda. Il y a beaucoup de monde dans cette histoire, oui. Il s'avère que le directeur de Honda aurait reçu Monsieur Stepney et Monsieur Coughlin dans l'année 2007 pour leur proposer à chacun un nouveau job. Et comme par hasard, il s'agissait de deux personnes qui avaient très envie de quitter leur taf. C'est comme ça qu'on apprendra que Stepney et Coughlin ont collaboré ensemble pour chacun prendre le max d'informations dans l'optique d'être pris chez Honda. Premier degré, c'est un film. Mais c'est que le début. Alors là, il y a un truc incroyable, c'est que Ferrari va utiliser la carotte traditionnelle à base de « Tu sais que si tu balances tes potes, tu n'auras aucune poursuite contre toi. Hein. Il suffit juste que tu balances. » On n'essaye pas du tout de créer un lien entre toi et Honda et McLaren. Ah non. Par contre, si tu balances, on te fera rien. On te virera quand même. On te fera rien. Et évidemment, Stepney sous la pression, il va balancer. Stepney avoue avoir balancé les documents à Coughlin dans l'esprit de pouvoir être potentiellement recruté chez Honda. Et là, cette révélation, elle commence à foutre dans la merde McLaren. Et oui, ils ont reçu des documents confidentiels de la part de chez Ferrari qui pourraient potentiellement les avantager. Et McLaren va se défendre en disant qu'il n'y a aucune preuve que McLaren ait bel et bien fait l'usage des documents. Oui, il est possible qu'ils les aient reçus, mais ils les ont pas utilisés. Alors ça va. Entre vous et moi, je trouve ça fou que ça passe. Ouais, j'ai des documents confidentiels de ouf. Je les ai pas utilisés, promis. Mais ça passe. Et jusque-là, tout tient à peu près debout. Jusqu'au Grand Prix de Hongrie. Au Grand Prix de Hongrie, Alonso doit partir avant Hamilton. Ce qui fait qu'Alonso est favorisé par rapport à Hamilton. Je vous rappelle que les deux peuvent plus s'encadrer. Et pour des raisons de stratégie, McLaren va décider de modifier ça et de faire partir Hamilton devant Alonso. Ce qu'Alonso va très mal prendre. Voyant que ça crée un peu la merde, l'écurie va dire à Hamilton Hello, est-ce que tu peux rendre la place et tout? En fait, ça serait mieux pour tout le monde. Hamilton n'a jamais répondu. Ouais. En fait, alors, c'est pas une blague. Ils lui ont dit à l'oreillette, Lewis, rends la place, s'il te plaît. Alors, je pense qu'il n'y avait plus de réseau à ce moment-là. À un moment, allô. Hamilton ne rend pas la place. Ce qui va commencer à énerver tout rouge Alonso. Tellement qu'à un moment, les deux se croisent au stand. Et l'affaire va prendre une tournure un peu particulière puisqu'Alonso va bloquer Hamilton. On vous met les images, il est en travers, il empêche Hamilton de sortir. Voilà, je trouve ça pas très mature. Et la FIA non plus. La FIA va même disqualifier Alonso pour ça. Pour comportement antisportif. On va pas faire le concours de qui est le moins sportif, parce qu'Hamilton, il a un peu abusé aussi, mais bon, bref. Alonso, il est colère tout rouge. Il est grognon. Il est... Et suite à ça, lors d'une interview, Alonso va déclarer que McLaren était parfaitement au courant qu'il recevait des documents de Ferrari et qu'ils s'en sont servis. Ça commence à sentir la merde. Je vous cache pas que chez McLaren à ce moment-là, c'est l'incendie. Hein. La déclaration, elle fait un peu mal. Hein. Ron Dennis va démentir et va argumenter que c'est Alonso, un peu frustré d'avoir été disqualifié, qui invente n'importe quoi pour faire du bruit. Ce qui passouille jusqu'au 13 septembre. Et 13 septembre, c'est la date du procès en appel, où sont dévoilés des échanges entre Mike Coughlin, vous savez, le mec qui fait des photocopies, et Fernando Alonso. J'adore. Fernando Alonso était au courant de tout. Et Fernando Alonso, lorsqu'il menaçait d'en parler à la presse, c'était pas des menaces en l'air, hein. Aïe. Alors je vous le dis, hein, c'est l'histoire d'espionnage industriel la plus retentissante de l'histoire du sport auto. Ouais. On a oublié parce que c'était il y a quasiment 20 ans, mais quand ça s'est sorti, ça a fait beaucoup de bruit. La sanction, maintenant, vous la connaissez, hein. Exclusion de McLaren au championnat 2007, exclusion au championnat 2008 parce que pourquoi pas, et 100 millions de dollars d'amende. 100 millions, hein. Ce qui en a fait à l'époque la sanction la plus lourde de l'histoire du sport auto. Et l'épilogue de tout ça, vous allez me dire, eh bien McLaren va
reconnaître avoir triché. L'année 2007 pour McLaren, elle est morte, ça c'est sûr, mais ça les emmerde vraiment de pas pouvoir participer en 2008. Et ils vont jouer la carte de la reconnaissance de faute, en disant voilà, on est coupable, on a merdé, on a triché, tout le monde le savait dans l'écurie, le directeur le savait, on a menti, pitié, laissez-nous courir. Et en échange du paiement de l'amende de 100 millions et de geler le développement de la voiture en 2008, c'est-à-dire que la voiture reste rigoureusement la même en 2008, la FIA acceptera de laisser McLaren courir en 2008. Ils ont levé la sanction. Anecdote d'autant plus folle quand on sait qu'en 2008, McLaren va gagner, avec Lewis Hamilton et un dernier tour au Grand Prix du Brésil qui est incroyable. La dernière anecdote de cette histoire, c'est que ce qu'a fait McLaren en prenant des documents et des informations ailleurs, c'est pas nouveau. Tout le monde le fait. Tout le monde. Ça fait des années que c'est comme ça a toujours existé, ça existera toujours. C'était pas une si grosse histoire que 100 millions et 2 ans d'exclusion. Mais l'histoire est tellement rocambolesque, impliquant même un pilote, un bureau de tabac, des photocopies et du sabotage chez Ferrari, que la FIA a décidé de taper un grand coup et c'est tombé sur la gueule à McLaren. Je vous laisserai juge de savoir si c'est mérité ou pas. En tout cas, moi j'ai adoré vous parler de ces anecdotes. Et si vous en voulez un autre épisode avec d'autres triches incroyables, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'en ai en stock. N'oubliez pas le pouce, c'est très important. Pensez également à vous abonner. Et on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! 1h20 pour tourner 3 des plus gros épisodes de tricherie de l'histoire du sport auto. Hop, interception du chausson. Sans tricherie, hein.